Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une, l'un des deux avions des FARDC de marque Sukhoi 25 a été attaqué par l'armée rwandaise en début de soirée de ce mardi. L'un des deux tirs en provenance du Rwanda a légèrement touché cet appareil qui provenait de Kichanga entre Masisi et Rutshuru au Nord Kivu. Patrick Ngouo nous explique. Quelques minutes seulement après l'incident, l'avion visé a atterri en catastrophe sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, où le service anti-incendie de l'aéroport a sur le champ maîtrisé le feu des tirs de l'armée rwandaise avant que le processus de réparation ne soit amorcé. Dans cette vidéo, filmée depuis Gisenyi au Rwanda, l'on peut entendre des gens acclamer ces deux tirs visiblement en provenance de Kigali. Le pays de Paul Kagame, lui, parle d'une mesure défensive et violation du territoire rwandais par la RDC. Aujourd'hui, à 17h03, un Sukhoi 25 en provenance de la RDC a violé l'espace aérien rwandais pour la troisième fois. De mesures défensives ont été prises. Le Rwanda demande à la RDC de stopper cette agression. Cette attaque aérienne arrive après une longue journée d'affrontements entre le FARDC et le M23, soutenu par le Rwanda. Il faut dire que dans les 2 prochaines heures, la réaction du gouvernement congolais sera attendue. Un calme précaire règne à Kichanga dans la province du Nord Kivu après d'intenses combats entre les FARDC et les rebelles du M23. L'armée loyaliste a pu contenir ces attaques de ces rebelles et les ont repoussés loin de Kichanga. Le président de la société civile qui a livré cette information a lancé un appel à l'apaisement auprès de la population. On les suit. La situation redevient calme sur Kichanga en dépit de l'attaque des militaires rwandais camouflés sous le label du M23 qu'ils ont lancé la nuit, tôt ce matin à 5 h du matin, sur les positions des FARDC à Kihonga. Et à Kihonga, c'est à plus ou moins 10 km de la cité de Kichanga. C'est à la limite entre le territoire de Rutshuru et de Masisi, dans le groupement Bishusha. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent Kichanga, qui ont repoussé l'ennemi. Et l'ennemi voulait encore déborder pour sortir vers Kitembo, dans les collines Siripromba, Kirolire. L'ennemi vient d'être contenu et est en train d'être battu à plat de couture. Donc la situation redevient calme. Nous demandons à notre population de rester calme et appeler, nous devons appeler ici la communauté internationale à quitter son ambiguïté vis-à-vis de cette agression que le Rwanda veut imposer au Congo et ce désordre sécuritaire que le Rwanda veut implanter dans la région des Grands Lacs. Parce que tout simplement, si la communauté internationale resterait ambiguë devant cette situation, elle va assister à une guerre civile, à des catastrophes humaines ici dans la région des Grands Lacs et notamment entre la RDC et le Rwanda. Parce que nous n'allons pas accepter d'être tués comme des mouches alors que nous aussi, nous avons des forces pour se défendre. On va le faire jusqu'au bout et ramener la menace d'où elle viendra. Et ça sera la responsabilité de la communauté internationale. Restons dans la province du Nord Kivu pour vous dire que les quotidiens est un calvaire pour les déplacés de guerre venus de Rutshuru où sévit l'agression rwandaise. Ces derniers vivent dans des conditions alarmantes dans différents sites du territoire des Nyiragongo. Pendant ce temps, l'aide du gouvernement n'arrive pas depuis plusieurs mois. Les précisions avec Igor Songo. Dans le site de Bouvira, qui héberge près de 2500 familles, la dernière assistance du gouvernement remonte à octobre 2022, alors que plusieurs autres ménages continuent d'arriver, fuyant les atrocités dans la région de Rutshuru. Ces déplacés affirment avoir atteint la limite de leur patience. Beaucoup de gens vont chercher à manger dans la brousse. Ils préfèrent retourner chez eux que de mourir de faim et de mauvaises conditions. Signalons que le site de Bouvira est toutefois le mieux aménagé par rapport à d'autres grâce aux efforts du gouvernement à travers une ONG locale à court. Cette ONG a érigé une vingtaine de hangars pour protéger ceux déplacés des intempéries et a mis en place tout un dispositif d'hygiène et approvisionnement en eau potable. Notez qu'environ 8700 déplacés de Walendu, Tachi,
dans le territoire du Djougou, à Nitouri, ont urgemment besoin de l'assistance humanitaire, alerte le président de la société civile de cette entité. 24 morts et 10 personnes prises en otage, c'est le bilan d'une attaque ADF intervenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la chefferie de Bachou, au territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwalouchaï, les FARDC ont pourchassé ces rebelles ougandais toute la journée d'hier lundi. On écoute le porte-parole des opérations Soukola 1 Grand Nord. Un groupe de terroristes ADF-MTM qui fouillait les militaires dans la vallée des Moalika, parce que c'est depuis quelque temps que nous avons lancé les opérations dans cette vallée avec l'appui de nos partenaires de UPDF, mais pour nous obliger à quitter cette vallée et rentrer parce que nous sommes en train de détruire ces campements. Ils sont allés dans ces villages pour s'attaquer à notre paisible population et au moment où je vous parle, le bilan est de 24 de nos compatriotes lâchement tués par ces terroristes, 10 d'entre eux portés disparus. Mais les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont toute la journée pourchassé l'ennemi vers le parc national des Virunga, sont un moment en contact avec l'ennemi. C'est la bonne nouvelle de ce soir pour essayer de récupérer nos compatriotes qui ont été kidnappés dans la nuit et aussi faire le tout possible pour imposer notre force sur ces mouvements terroristes qui pensent qu'ils peuvent nous déjouer sur tous les plans. Donc nous sommes vraiment déterminés à non seulement venger nos compatriotes qui ont été tués, mais aussi à récupérer les 10 qui ont été kidnappés par ces terroristes. Les femmes déshabillées et fouettées, ces images en provenance de la cité minière de Salamabila au territoire de Kabambaré au Maniema sont devenues virales sur la toile. Les parlementaires se sont rendus auprès du ministre des Droits humains pour interpeller les gouvernements qu'ils tiennent pour responsables. Je vous propose de suivre le sénateur Augustin Matata Pogno à l'issue de cette rencontre. La population des Kabambaré, particulièrement, se sent abandonnée. Nous avons été élus, notamment, pour porter les voix. Et je crois qu'il est important que le ministère des Droits humains, le ministère de l'Intérieur, le ministère des, je ne sais pas de quel autre, de la Défense, puisse expliquer à la population du Maniema. La population du Maniema se pose la question, est-elle abandonnée ou pas? Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas dénuder une femme, on ne peut pas dénuder une fille. Imaginez-vous l'honneur que nous avons envers nos mamans lorsqu'elles sont dénudées, lorsqu'elles sont fouettées pour avoir porté une jupe qui arrive jusqu'au genou. Mais si on ne doit pas porter une jupe jusqu'au genou, mais ça ne devient plus une jupe, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Si oui, mais pourquoi est-ce que certaines personnes sont abandonnées? Les personnes de la province du Maniema sont abandonnées et les faits sont là. On se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi cela? Voilà, monsieur les journalistes, pourquoi nous sommes là et nous souhaitons que le gouvernement fasse signe d'intérêt à cette population du Maniema qui en ce moment se sent abandonnée. Mais nous félicitons le courage du ministre qui veut, comme les sénateurs, comme les députés, veulent arriver à Kabambaré. Parce que comment est-ce qu'on peut empêcher un ministre d'arriver dans un territoire qu'il contrôle? Dans un autre registre, on va parler de la pacification du plateau de Bateke. Il en était question ce mardi au cours d'une audience que le vice-gouverneur de la province du Kwango, Saturne Tangangandou, a accordé à la délégation des chefs coutumiers et des responsables des services de sécurité. L'audience s'est déroulée au bâtiment du gouvernorat. Le compte rendu avec Elvis Meti. La troisième phase de la mission de pacification de la paix au plateau de Bateke dans la province de Mai-Ndombe vient donc de démarrer. Le roi Mini Congo, Sa Majesté Fabrice Kanabioko, chef de la délégation, accompagné des chefs Teke Yaka, le membre de la Cour royale ainsi que le service de sécurité nationale ont centré des discussions avec le vice-gouverneur de la province du Kwango, Maître Saturne Tangandandou, sur la paix dans cette partie du pays. La délégation royale a présenté ses desiderata auprès de l'exécutif pour affirmer sa détermination à pacifier la province malgré les divergences ethniques ou tribales. Pour sa part, le vice-gouverneur a remercié le chef de l'État qu'il qualifie artisan de la paix et a demandé aux représentants des différentes tribus de prôner la paix à leurs troupes frappées par l'insécurité dans le Grand Bandundu. Signalons par ailleurs qu'il s'est tenu une réunion technique à la fin de cette rencontre entre les rois et les services de sécurité.
Parlons du conflit entre les Teke et les Yaka dans la province du Kwilu. 27 présumés assaillants auteurs des atrocités dans les territoires de Bagata ont été présentés hier lundi au gouverneur de la province par la police nationale congolaise dans la ville de Bandundu. Les récits, c'est avec Alexandre Paulin Kamanya. Parmi ces assaillants figurent 2 femmes. Aucune d'entre elles n'a été identifiée comme appartenant à la tribu Yaka ou Teke. La majorité d'entre eux sont de la tribu Mbala. Ces assaillants, on rappelle, ont été arrêtés dans le secteur de Wamba, territoire des Bagata, par la police implantée dans la région. Ils sont poursuivis pour divers faits, dont pillage, meurtre, assassinat, viol, vol, mutilation des cadavres et incendie des maisons au village Bukusu et Falio. Le commissaire provincial de la police nationale de Kwilu, je cite, le général Kanol Kamana indique que ces derniers ont été accompagnés dans la ville de Bandundu grâce à un hors-bord motorisé mis à la disposition de la police de cette partie du pays. Le vice-gouverneur de la province, à son tour, s'est dit très satisfait du travail abattu par les services de sécurité et les invite tout de même à ne pas demeurer dans la complicité et corruption morale contre la nation congolaise. On va changer de chapitre. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, cela fait exactement 4 ans depuis que Félix-Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême. Que dire de son bilan alors que l'on s'approche des élections prévues fin décembre prochain? On écoute quelques Quinois dans ses propos recueillis par Igor Sombo. Le président de la République a trouvé un pays sans aucun bateau de pêche, sans aucune minoterie, sans aucune raffinerie sérieuse de pétrole. Monsieur le président de la République trouve un pays comme ça, sans infrastructure. Mais quand il arrive au pouvoir, dans 4 ans seulement, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a 7 millions d'enfants qui vont à l'école gratuitement. Il arrive au pays, dans 4 ans seulement, on a vu les salaires des fonctionnaires de l'État être revus à la hausse au moins 2 fois. On a vu les nouvelles unités être mécanisées. Ça, c'est ce que Tshisekedi a fait dans 4 ans. Dans 4 ans seulement, on a vu M. Tshisekedi réveiller le service national qui n'existait plus. Aujourd'hui, on peut acheter dans tous les camps militaires et même tous les fonctionnaires de l'État peuvent acheter un sac de farine de 25 kilos à 18 000 francs, donc moins de 10 $. Je peux dire que le bilan du président de la République est positif. Vous savez, lorsque le président est rentré au pouvoir, après, je pense après 2 ou 3 mois, il y avait le Covid-19. Alors, c'était des moments un peu difficiles. Alors moi, je peux dire le bilan du président de la République est positif. Nous sommes déçus, nous, la population congolaise. Rien ne marche. Dans la société congolaise, on attendait à ce qu'il y ait un changement. Jusqu'à maintenant même, nous attendons vers des élections. Rien n'a été réalisé. Lancement ce mardi 24 janvier de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la 2e zone opérationnelle pour la province du Haut-Katanga. C'est le chef du gouvernement qui a donné le coup d'envoi de cette opération. Jean-Michel Samalou Kondé a appelé la population louchoise à s'enrôler massivement. On l'écoute. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette 2e zone l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de fouler ce sol de Bumbashi et nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec nos autorités sur place. Ils veulent d'abord toucher à leur argent avant de reprendre le travail. Les agents de la Commission électorale nationale indépendante de la ville de Boma, dans la province du Congo central, réclament leur salaire en contestant la prolongation de l'opération d'enrôlement dans la première zone opérationnelle. Igor Songo.
No money, no job, tel est le texte qui a circulé le mardi à l'antenne CENI Ville de Boma à cause du non-respect du premier contrat signé du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023. Les centres d'inscription sont restés fermés. Ils réclament le frais de déploiement, le respect de l'article 36 de la Constitution, la totalité du salaire du premier contrat selon la fiche 13, la signature de la deuxième fiche 13 avant tout prolongement. Sans cela, tous les membres des centres d'inscription unis disent non au prolongement de l'enrôlement. Un jour de moins pour la ville de Boma, au moment où la CENI a décidé d'une prolongation de 25 jours pour permettre aux Congolais de la zone ouest en droit de voter de se faire enrôler. Selon les statistiques de personnes enrôlées pendant les 30 jours, la CENI indique que sur les 18 694 542 électeurs attendus, 7 910 679 ont déjà obtenu leur nouvelle carte, soit 37,9%. Vous le savez, la CENI a prolongé de 25 jours le processus d'enrôlement des électeurs. Le sujet fait débat sur la classe sociopolitique. Trésor Kalala, qui a acclamé cette prolongation des deux mains, croit dur comme fer que tout malentendu a été dissipé. Ce membre de l'Union sacrée a été interrogé par Igor Sombo. Nous avons reçu ces messages avec appréciation parce que vous savez, la CENI a eu à donner un target selon lequel il devait enrôler 50 millions de Congolais. Mais si sur terrain, il s'est fait que la zone pilote de Kinshasa, selon les calculs, on n'arrive pas à atteindre parce que selon les estimations, il fallait que Kinshasa puisse enrôler plus ou moins 5 millions, n'est-ce pas, d'électeurs. Alors, si on se rend compte que les 5 millions ne seront pas atteints, il est de bon droit, n'est-ce pas, que l'on puisse prolonger ces opérations-là pour que tout Congolais ait la chance, n'est-ce pas, de voter. Et là, déjà, c'est pour contredire les discours de l'opposition qui était en train de faire une simulation selon laquelle le pouvoir a l'intention de réduire le nombre d'électeurs pour tricher. Et là, c'est une vraie contradiction que la CENI vient de poser dans leur camp. On vient de prolonger les délais de 25 jours. Les Congolais vont s'enrôler, ils auront leur carte et au délai convenu, ils vont voter le président et même les députés nationaux. Tout sera démoli le long de la rivière Funa à partir des premières heures de la matinée de demain mercredi, comme l'avait annoncé le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais jusque-là, la population occupe toujours cette zone comme à l'accoutumée. C'est un reportage de Divine Siala et Enoch Mafouka. Le communiqué de l'hôtel de ville paru le 22 janvier annonçait la démolition de constructions anarchiques tout au long de la rivière Kalamou, une décision qui visiblement suscite plusieurs inquiétudes au sein de la population, ne sachant pas où aller vu le court délai leur accordé par le gouverneur. À quelques heures de la démolition, personne n'a bougé d'un poil. Pour la minute Oyo. Vous êtes venu annoncer samedi pour nous déguerpir le mercredi. Un délai de 3 jours seulement, ça ne se fait pas comme ça. Démolir n'est pas un problème, qu'ils nous rendent l'argent pour que nous puissions construire nos maisons avec la même valeur. Nous étions avec le gouverneur Kabaïdi, le gouverneur Mungulu Diaka, le gouverneur Kikanda, le gouverneur Libra, le gouverneur Kimbuta. Pourquoi seulement le gouverneur Gentini veut nous démolir? Plusieurs endroits ont été démolis. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas démolir parce que c'est la cité des anciens combattants. Nous irons où pendant cette saison des pluies? Il n'y aura pas pourtant de mesures de grâce. La présence du bourgmestre de la commune de Kalamou en est la preuve. Alors il y a eu même des morts. Il a pris la décision pour qu'on puisse démolir le lobby 3h, 4h du matin. Cette opération est la deuxième en 2 semaines. Le 9 janvier dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, lançait l'opération coup de poing le long du boulevard Lumumba pour lui débarrasser des kiosques, étalages ou de marchés pirates. Mesdames et messieurs, cette grande édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Mais attention, ne zappez pas, restez branchés sur la FM Télévision pour suivre la rencontre sportive prévue dans le cadre du CHAN Algérie 2023. Excellente suite de programme.